toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour continuer cette chronique dédiée à la cybersécurité. Je suis en direct de chez Shadline, une entreprise innovante dans la sécurité numérique, et j'ai donc le plaisir d'être accueillie aujourd'hui par le directeur général de Shadline, Florence Krabatz. Merci de nous recevoir ici, chez vous, au cœur donc de cette entreprise innovante. On va parler ensemble de dépendance et de résilience. Florent, alors c'est un vaste sujet pour une interview finalement d'assez courte durée. On peut peut-être commencer par voir finalement est-ce que en quoi la dépendance détruit la capacité de résilience des entreprises, Florent? Merci Mélanie. Écoutez, c'est une question, je pense déjà on peut définir un tout petit peu le concept de résilience, parce qu'on voit qu'aujourd'hui il est très galvaudé, utilisé un peu à tort et au travers. Je prendrais bien deux définitions un petit peu différentes. La première, la plus stricte, c'est que la résilience, au final, pour une entreprise, c'est lorsque elle subit un choc extrême, qu'elle puisse recouvrer son activité dans un minimum de temps en limitant les dommages. Et puis, vous avez des définitions qui sont plus réjouissantes, mais aussi très complémentaires, comme celle, par exemple, de Boris Cyrulnik, pour qui la résilience, c'est le fait de ressortir plus fort après avoir subi un dommage plutôt personnel, pour le coup. Et aujourd'hui, on voit bien que les entreprises qui sont sorties d'ailleurs des dernières grosses crises liées à NotPetya, finalement sont quelque part ressorties plus fortes, assez paradoxalement, et elles ont fait cette analyse justement de la dépendance qu'elles avaient au moment de la crise. Elles ont fait l'analyse de leur dépendance sur les grands systèmes qui délivrent l'ensemble des activités de l'entreprise. Elles ont fait l'analyse du fait qu'elles avaient finalement en propre très peu d'actifs qui leur donnaient des propriétés de résilience. Et je crois que cette dépendance sur des systèmes globaux, on le voit encore très récemment avec ce qui vient d'arriver avec les puces Intel, démontre deux choses. La première, c'est que nous sommes finalement tous exposés à des failles systémiques et de façon un petit peu aléatoire. C'est ce qui perturbe d'ailleurs énormément en ce moment. Et la deuxième, c'est que cette dépendance crée ce que j'appellerais une standardisation des comportements. Quand vous avez le même système que votre voisin, vous avez plus de probabilité de vous comporter de la même manière. Et cette standardisation, si je cherchais à être un tout petit peu taquin, entre guillemets, je me permettrais de dire que c'est aussi celle du déport d'une part de l'intelligence de l'entreprise vers des tiers. Or, quand vous exportez votre intelligence à des tiers, lorsque le tiers ne fonctionne plus, qu'est-ce qu'il vous reste? Voilà, c'est peut-être le lien que je ferai entre dépendance et résilience. J'ai une question notamment qui fait écho évidemment aux utilisateurs qui, eux, plébiscitent un confort d'usage. Alors, est-ce que on ne peut pas évidemment opposer cette résilience et ce confort d'usage? On se dit, est-ce qu'on doit renoncer à la résilience au profit du confort d'usage? Je crois qu'on connaît tous les deux la réponse. Alors, peut-être que la question est plutôt comment est-ce qu'on peut concilier finalement les deux pour répondre aux besoins de sécurité qui est important et en même temps répondre aux attentes des utilisateurs qu'il est elle aussi. Alors, le confort, qui ne recherche pas le confort? Ça, c'est vrai que c'est une bonne question. De tout temps, l'homme cherche la simplicité. Alors, on peut l'appeler productivité, par exemple, mais c'est quand même une quête de chaque personne. Et je suis à peu près persuadé qu'évidemment, les grands acteurs du numérique ont compris cette recherche et donnent des réponses pour que les personnes aient un plus grand confort, un confort d'usage. Mais il y a quelque chose de particulier, c'est que ce confort est le même pour tous, et strictement le même pour tous, puisque finalement vous avez le même confort dans une entreprise A, B ou C. Et ce confort, on peut s'en rendre compte en faisant ce parallèle, ou plutôt la façon dont le monde B2B et le monde B2C se rejoignent. Puisque aujourd'hui, dans les grands systèmes d'entreprise, vous avez de plus en plus de mécanismes qui sont propres au B2C, qui s'invitent dans l'entreprise. Prenez les grands réseaux sociaux, leur fonctionnement. Aujourd'hui, le but du jeu, c'est de savoir si on aime son patron, si son patron nous aime, plutôt que de travailler avec une équipe. Enfin, je suis un peu paradoxal, mais il y a une part de vérité. Et c'est assez dangereux parce que
invite du monde du B2C dans le B2B. Alors, très vrai dans les applications grand public, les applications de communication, etc. Un peu moins vrai dans les applications métiers comme les ERP, comme les grandes applications commerciales. C'est un petit peu différent. Mais dans les applications de tous les jours, en fait, les acteurs dominants aujourd'hui importent des techniques qui sont plutôt des techniques d'addiction. C'est-à-dire qu'en résumé, plutôt que de créer de la valeur, on crée de l'addiction pour augmenter le taux d'audience et le taux des participations des personnes à la solution du fournisseur. Ce qui est un paradoxe absolu, parce qu'une entreprise ne fonctionne pas comme ça. Et en fonctionnant de cette manière, qu'est-ce que l'on troque contre cette addiction? Généralement, on troque la culture d'entreprise. Et quand votre culture d'entreprise s'effiloche et que vous êtes en situation de crise, qu'est-ce qui vous reste? Qu'est-ce qui vous reste? Quand vous êtes en situation de crise grave, il faut que chacun soit en situation de combattre. Et pour être en situation de combattre, encore faut-il avoir un lien fort avec la culture de l'entreprise. Et je pense que la propriété de résilience, c'est ça. Donc oui, on est tenté de donner du confort aux utilisateurs, c'est naturel, c'est dans la nature. Mais en même temps, je pense qu'on doit donner aux personnes dans une entreprise un lien fort avec la culture de l'entreprise. Et donc on ne peut pas laisser complètement s'effacer ce lien dans des outils qui englobent progressivement tout élément de culture propre. Et alors, finalement, quelles sont les alternatives que l'on peut mettre en place, que l'on peut proposer? Alors, si j'essayais de prendre un peu d'auteur, mais je ne ferai pas l'exercice, je me dirais qu'aujourd'hui, je me permettrai un clin d'œil. Beaucoup de personnes citent Sun Tzu dans les références guerrières. L'art de la guerre, c'est un ouvrage qu'à peu près tout le monde a lu, parcouru, on a tous entendu parler de ça. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Sun Tzu donne une lecture assez spécifique de l'affrontement. En résumé, la première caractéristique, c'est la connaissance du terrain. Alors, le terrain, c'est la météo. Alors, on est en février, c'est pas forcément le meilleur terrain. C'est le soleil, c'est le vent, et puis surtout, c'est l'information, et voire même la désinformation. Et ce qui est étonnant, c'est que quand on voit cette place, cette connaissance du terrain, on a l'impression qu'appliquée au combat, finalement, qui est celui d'une entreprise pour maîtriser ses outils, maîtriser sa performance, c'est quelque chose qui est une dimension qui est devenue oubliée. Les entreprises n'ont plus conscience qu'elles ne maîtrisent plus du tout leur process de décision, d'information. Je parle des process, je ne parle pas de la décision dans l'absolu de l'entreprise. Et je crois qu'aujourd'hui, si on revenait justement à ces fondamentaux, il y a un enjeu vraiment de réintroduire de la diversité dans l'entreprise. Cette diversité, c'est peut-être dans le monde numérique de créer des zones franches numériques. Des zones dans lesquelles l'entreprise reste encore maître de son terrain, justement, de son terrain de jeu numérique, de ce qui fait sa capacité à combattre contre ses concurrents et d'être performante sur son marché. Ça présuppose ces zones franches numériques, de savoir travailler différemment, peut-être de réinviter de nouveaux acteurs dans le débat de ce qu'est le numérique de l'entreprise, de nouvelles solutions. Regardons par exemple les entreprises qui ont été victimes de NotPetya. Certaines d'entre elles, mais je ne pourrais pas me permettre de les nommer, ont fait le choix de revenir complètement à des environnements Linux pour leur production informatique. C'est un choix qui était à contre-courant d'un choix d'une dizaine d'années, mais justement elles ont compris que la résilience demandait d'avoir une maîtrise du terrain qui leur soit propre. Donc je pense vraiment de nouvelles solutions, de nouveaux acteurs. Ça demande aussi d'avoir un lien avec des acteurs qui soient malléables, pas au sens où ce soit des poupées de chiffon, mais malléables au sens où ils sont en capacité de dialogue avec les entreprises. Et ça, je pense que ce n'est plus possible avec les très grands éditeurs qui sont des géants mondiaux, plus puissants que les États. C'est aussi très difficile avec de grands industriels qui ont leur place et leur culture depuis des dizaines d'années, et qu'aujourd'hui, il y a vraiment un enjeu de réinventer les écosystèmes de solutions des entreprises. Et puis peut-être, je commençais avec la définition de Boris Cyrulnik, mais d'arriver quelque part à lui donner raison, puisque en se reconstruisant et en tirant profit, entre guillemets, des affres qu'ont connues différents acteurs dans le monde de la sécurité, je crois que chaque entreprise peut redevenir plus forte du retour d'expérience des autres, en créant effectivement une diversité. Et la diversité dans quelque espace de vie que ce soit, c'est la condition qui fait la force et la progression d'un acteur. Voilà.
Merci beaucoup Florent, merci de nous avoir accueillis ici au sein de Shadline et merci d'avoir répondu à nos questions. On évoquera évidemment ces sujets tout au long de l'année puisque 2018 s'annonce effectivement une année très riche pour la cybersécurité. Merci encore Florent de nous avoir accueillis ici et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous invite à rester connectés pour suivre les prochaines interviews dédiées à la cybersécurité. Merci à vous, belle journée à tous.